Alors, on reprend nos travaux. Maintenant, la conférence de Dominique Cardon. Il est sociologue, professeur de sociologie à Sciences Po Paris. Ses travaux, il faut le dire, ses travaux ont commencé sur la communication ordinaire dans les médias traditionnels. Mais après 2010, disons, il a commencé à travailler sur l'évolution numérique. Donc, le web, mais aussi les big data et les algorithmes. Donc, avec une étude qui n'est pas simplement des effets, mais aussi des raisons de ce qui se passe à présent sur les médias et sur la participation, ce qui a changé aussi chez nous, même dans la communication. Alors, vous pouvez trouver bien sûr ces ouvrages en ligne. Je vous signale simplement son dernier livre qui s'appelle La culture numérique. Après son intervention, on aura un espace, un moment d'échange. Donc vous pourrez poser vos questions. Peut-être on aura aussi quelques questions en ligne. Et donc à vous la parole. Merci, merci. Alors, c'est toujours un peu étrange de parler avec un micro comme ça marche là? Ouais, c'est super. Bien, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir, voilà, d'être là aujourd'hui et surtout d'avoir le temps et la journée pour discuter et venir découvrir ce qui se passe dans les différents ateliers. J'ai deux missions. La première, c'est de vous présenter un projet qui est l'exact rebond de ce qui nous a été présenté tout à l'heure depuis la Commission européenne, des politiques européennes qui sont actuellement menées sur les questions de désinformation. Donc je vais vous présenter ce projet qui s'appelle De Facto, et surtout essayer de vous inviter, de vous solliciter, de vous mobiliser à rejoindre cette sorte de coalition qui se met en place. Et puis ensuite, je vais faire un petit peu le chercheur avec de temps en temps des slides qui font semblant d'être de la recherche et qui sont du coup pas très compréhensibles, mais d'essayer de revenir sur le débat sur la désinformation et sur le rôle des médias avec un travail nouveau qui est mené justement dans ce projet. Alors je voudrais commencer par ça parce que, on vous l'a montré tout à l'heure, il y a une politique européenne qui est menée à travers le European Digital Media Observatory, EDMO, qui est à Florence, et qui a lancé cette idée et qui est, voilà, me semble-t-il, la bonne idée, enfin, je vais essayer de vous convaincre, c'est de dire, dans le débat sur la désinformation, bon, il faut s'occuper des Russes, il faut regarder les influences étrangères, etc. Il faut réagir en mode alerte, comme ça nous a été dit, mais il faut aussi travailler de façon interdisciplinaire et dans un espace linguistique qui soit relativement homogène. Et donc, ce qu'a lancé la Commission européenne, c'est la création de hubs à travers toute l'Europe, et il va y avoir des nouveaux hubs qui vont être créés, des hubs qui sont des hubs interdisciplinaires. Et vraiment, c'est l'esprit même de Facto, donc c'est Sciences Po qui pilote ce hub, avec l'agence France Presse, qui est présente dans de nombreux hubs européens, avec le CLEMI, que vous connaissez tous, et puis avec XWiki, qui nous a aidé formidablement à monter un site web qui essaye de nous réunir. Alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est véritablement de se dire, le problème de la désinformation n'est pas simplement la vérification factuelle ou le débunkage des informations. C'est très important. Si on fait ce projet, c'est parce qu'on pense que c'est très important. Mais on sait que ça ne suffit pas, que d'ailleurs ça ne règle pas tous les problèmes, je vais un peu vous le dire du point de vue de la recherche tout à l'heure, et qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont liés à l'économie des médias, qui sont liés à la régulation des médias et du numérique, et puis centralement qui sont liés à une éducation aux médias qui va au-delà du simple vrai ou faux, mais qui essaye de comprendre comment s'inscrivent la compréhension, l'interprétation, la mise en circulation, les croyances, les modes de pensée qu'on associe à notre existence sous le feu continu et le bombardement continu de l'actualité dans cet espace. Alors ce projet, je ne vais pas vous détailler, mais voilà ce qu'on a donné à la Commission européenne. On veut collaborer, on veut répondre à un certain nombre d'enjeux informationnels quand il y a des crises, des informations, mais surtout on veut regarder la grande photo, hein, c'est-à-dire se dire, et c'est un peu ce que je vais essayer de faire après, essayer de se dire, bon, essayons de remettre le problème dans un contexte plus global et plus général pour essayer de comprendre quels sont les enjeux, et vous verrez qu'à la fin, on tombe sur de la politique, en fait. Hein. Quels sont les enjeux des problèmes de désinformation aujourd'hui dans les grandes démocraties.
Un autre enjeu, et là vous êtes au cœur de cette affaire, je vais aussi y revenir, c'est de donner plus de pouvoir, de capacitation, enfin vous voyez tous les mots qui sont associés à ça, aux acteurs. Et puis c'est aussi de discuter avec les autorités de régulation, avec l'État et avec un incroyable réseau aujourd'hui de dispositifs institutionnels qui se sont mis en place. Sciences Po, AFP, Clémy, XWiki, c'est les 4 partenaires du projet, mais notre idée, et c'est là le message que je voudrais apporter, c'est que, et pour les équipes de fact-check associées à l'AFP, comme Libération, Les Surligneurs, France Info et 20 minutes, c'est de faire des réseaux en fait. Hein, et c'est de travailler ensemble à travers la plateforme de facto. C'est la même chose dans le monde de la recherche, où certains d'entre eux sont présents ici. Ben, on a essayé d'associer, de créer un séminaire de recherche dans lequel les grands laboratoires universitaires qui travaillent sur ces questions d'information, on essaie de discuter ensemble, on va essayer de publier ensemble et de mener des projets de recherche ensemble. Et c'est aussi le cas autour de différentes associations gravitant autour du climat. Alors ça, vous en savez plus que moi, vous allez m'en apprendre beaucoup tout à l'heure, mais qui se sont mis en place. Alors, je vais vite sur De Facto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir dans la journée. L'adresse du site web, c'est defactoobservatoire.fr. Et vous allez voir que cet esprit interdisciplinaire, il est, dans le design du site, extrêmement simplement mis en forme. L'AFP, tous les jours, publie un fact-check du réseau des fact-checkers. Hein, et ces fact-checks sont aussi remontés au niveau européen sur la plateforme européenne. Autour du Clémy et des différentes initiatives menées autour de l'éducation aux médias, il y a toute une série de ressources documentaires qui sont mises en place, une série de rendez-vous qu'on a mis en place. Et là aussi, vous êtes invités à venir raconter vos expériences, à venir témoigner. On essaye tous les mois de faire un débat thématique dans lequel on a un chercheur, un journaliste et quelqu'un de l'éducation aux médias sur différentes thématiques. On en a fait 2, on en a fait un sur les questions d'élection présidentielle. On en a fait un autour de l'éducation aux médias, justement, et puis on va en faire un sur l'Ukraine ce mois-ci. Donc voilà, tous les mois, pendant 2 ans et demi, on va essayer d'animer le débat, et puis évidemment, les travaux de recherche, ils sont aussi publiés. Alors, je vais vous ennuyer maintenant avec de la recherche, un petit peu, mais en essayant à la fois de vous donner des choses assez générales, et puis d'entrer parfois dans des présentations de quelques résultats de recherche, sachant que dans De Facto, on a 3 grands axes voilà, de questionnement de recherche. Celle dont je vais beaucoup vous parler, de la circulation de l'information et de la désinformation, et de l'architecture en fait, nouvelle que le numérique a produit autour des questions de désinformation. Un autre enjeu de recherche qui est central, et avec lequel, moi, il me semble que vous êtes exactement les gens avec lesquels il faut travailler pour ça, c'est qu'on parle beaucoup de l'offre de désinformation, on parle très peu de la réception de la désinformation. Comment les gens la décodent, comment les gens la comprennent, comment les gens la mettent en circulation. Et donc il y a un enjeu, il y a vraiment un trou béant dans les travaux de recherche sur ces questions, et on aimerait y apporter une contribution. Et puis un dernier élément de débat qui était un peu évoqué tout à l'heure aussi, qui est évidemment très central, qui est qu'on est vraiment à un point de bascule historique très important de la régulation du numérique avec le Digital Services Act. Et donc il y a autour des autorités de régulation, et notamment l'ARCOM, quelque chose qui se joue à partir du code de bonne pratique ou du code de conduite qui a été mis en place par la Commission européenne autour des questions informationnelles. Alors, je voudrais commencer par un tout petit préambule, et là, je rentre dans des questions de recherche que je fais toujours, qui est un petit peu naïf, mais qui en même temps essaye de traduire une sorte d'état d'esprit. Et voilà. Et du coup, je vais le dire à titre personnel. Hein, voilà. Après, je pense que les positions sont plus variées. La tonalité que je vais donner à mon propos est de dire attention, on panique un peu. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout que je pense que la question de la désinformation n'est pas importante. Je tiens à le dire là tout de suite. Sinon, je ne me serais pas engagé dans De Facto et dans cette coalition d'acteurs. Mais en même temps, le discours que je voudrais tenir, c'est d'essayer d'apporter un peu de nuance dans les questions qui sont aujourd'hui mises en forme, et aussi d'apporter une sorte de contradiction qui vient des travaux de recherche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit publiquement et qu'on entend partout dans les médias que nous, on ne trouve pas dans les travaux de recherche. Et donc ce décalage-là, il me semble qu'il est important de le partager, parce qu'il permet de mieux ajuster nos pratiques, nos politiques, nos questions.
Vous vous souvenez, 30 octobre 38, on apprenait ça beaucoup aux étudiants en études de communication. Orson Welles a paniqué toute l'Amérique. Il a fait croire que les Martiens débarquaient en jouant la pièce de Henry George Wells. Certains se sont suicidés, d'autres ont filé à l'hôpital, certains sont partis en armes dans le Newark pour combattre les Martiens, etc. Les médias de l'époque vont faire un bruit incroyable dans cette idée que la radio, ce nouveau média, a un pouvoir extraordinairement fort sur ses auditeurs, puisqu'elle peut paniquer toute l'Amérique. Bon, la réalité de cette histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de panique. Voilà. Mais on continue à raconter la panique. On continue à raconter que la radio a produit... Il y a eu quelques coups de fil à CBS News, voilà. Mais les gens ont très rapidement compris que c'était bien une fiction, qu'on n'était pas dans... Voilà. Pourquoi veut-on autant croire à cette idée de panique, hein? Et c'est... Alors, je vais trop vite dans mes affaires, je n'ai pas gardé ce slide-là. Pourquoi a-t-on si fortement envie de penser que les médias ont des effets, et notamment aujourd'hui les réseaux sociaux, ont des effets extrêmement forts. Alors, je ne vais pas vous faire le topo de ce graphe, mais qui est mon slide avec lequel je fais mon cours sur l'histoire de la théorie des médias, hein, et qui est en fait une manière très schématique et donc caricaturale, mais d'essayer de raconter qu'en réalité, les approches de recherche sur les effets des médias ont cessé de faire évoluer le paradigme dans des sens très différents. Dans les années 30 et 40, avec la radio, on a appelé ça la seringue hypodermique. La seringue hypodermique, c'est le média inocule le message sur l'auditeur. Le média est donc très fort, plus, et le récepteur, il est complètement passif, hein, soumis à l'hypnose suggestive des messages qui lui sont donnés. Le grand paradigme des médias qui va se mettre en place dans les années 50, autour de Paul Lazarsfeld et Liu Katz, qui s'appelle Personal Influence, le grand livre qui va structurer en réalité tout le champ des études de communication, c'est de dire qu'en fait les médias ont des effets limités. Parce que les gens ont des ressources sociales, parce qu'ils appartiennent à des groupes d'appartenance, d'amis, de collègues, etc., qui discutent. Et qu'en fait il y a une influence à deux niveaux des messages. Et donc l'effet des médias est relativement limité, et l'effet persuasif est relativement limité sur les individus. Bon, ensuite, je ne vous fais pas le topo, mais cette histoire va évoluer différemment. On va mettre plutôt du plus du côté du message, ou plutôt du moins du côté du récepteur, ou inversement, plutôt du plus du côté du récepteur, et plutôt du moins du côté de l'émetteur. Mais la situation paradoxale, c'est pour ça que je vous montre ce graphe, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat public, on est revenu à la seringue hypodermique. On est revenu dans cette idée constamment martelée que tout d'un coup, il suffit qu'il y ait un tweet qui traîne, il suffit qu'il y ait un énoncé qui circule et que tout d'un coup, les gens vont y croire avec une sorte de facilité trop forte. Voilà. Donc le cœur de mon message, c'est d'essayer un tout petit peu d'adoucir ce retour parce que nous savons, nous les chercheurs, mais vous savez encore mieux que nous, parce que vous êtes au contact des gens, que les publics sont actifs, qu'ils interprètent dans des sens très très différents, qu'ils ont des heuristiques, des manières de raisonner, des manières d'interpréter, des manières de valider auprès de toute une chaîne d'interlocuteurs qui appartiennent à leur espace social, à leur contexte social, les interprétations qui leur sont données, et que parfois, à regarder simplement l'offre d'informations, on ne comprend pas réellement cette activité du récepteur. Alors, je vais essayer de vous faire un petit topo un peu simple, enfin un peu schématique, comme ça, d'un travail en cours qu'on mène dans De Facto, dans l'équipe de recherche, et notamment avec Manon Bérich, où on s'est donné une sorte de mission un peu impossible, en fait, et du coup, on est un peu épuisé et effondré. On s'est dit, on va lire la littérature sur la désinformation. Or, depuis 2016, élection de Donald Trump, Brexit, Donald Trump, Bolsonaro, on a une configuration qui s'est mise en place assez centrale, c'est que tout le monde étant en panique, et les institutions étant en panique, elles ont financé un nombre incroyable de recherches. Donc tous les jours, on a un nouvel article de recherche qui sort. C'est devenu, ces recherches sont très intéressantes, et surtout, elles posent des questions qui sont un peu différentes. Et donc l'exercice que je voudrais vous proposer, c'est d'essayer finalement d'entrer dans la mécanique explicative de la raison pour laquelle les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, croient ou ne croient pas, partagent ou ne partagent pas, interprètent de telle ou telle manière les messages. Et en réalité, on a des modèles d'explication, et donc je vais en prendre 6, le raisonnement, l'attention, les biais, la réputation, l'idéologie et les représentations collectives, qui se sont mis en place et qui sont des types de travaux différents qui disent des choses un peu différentes. C'est ça que je voudrais essayer de vous raconter. Et chaque manière d'expliquer l'effet de l'information sur un individu s'inscrit aussi dans
une infrastructure de distribution de l'information qui n'est pas conçue ou qui n'est pas représentée de la même manière. Et donc il y a un jeu en réalité entre des différentes approches explicatives sur la manière dont on interprète le fait que nous pouvons croire à des informations erronées, fautives, biaisées ou qualifiables de façon multiple et variée, et puis le type d'infrastructure numérique que l'on décrit par ailleurs. Je voudrais commencer par le raisonnement, parce que ce qui est beaucoup venu dans les travaux sur la désinformation, c'est que les gens de psychologie cognitive sont arrivés en masse dans un domaine où ils étaient assez peu présents, l'étude des médias. Et ils sont venus nous dire, en fait, les gens commettent des erreurs de raisonnement. Et ils sont venus avec un modèle que vous connaissez ou dont vous avez sans doute entendu parler, qui nous vient de Tversky et Kahneman. Vous savez, système 1, système 2. On a un cerveau primitif, immédiat, et qui adhère tout de suite parce qu'il est très impulsif. Puis on a un système 2 qui vient ralentir la pensée et mettre en position réflexive. Et d'une certaine manière, leur conception de l'esprit critique, conception très cognitive, on pourrait dire de l'esprit critique, c'est que nous ne sommes pas assez vigilants. Le système 2 n'arrête pas assez souvent le système 1 dans ce domaine. Toute une série de travaux sont venus effectivement montrer qu'on ne fait pas beaucoup attention quand on lit l'information, et que notamment quand des vérités fausses sont répétées très très fortement, le système 1 va imprimer très fortement ces choses, et qu'on peut avoir des effets de croyance. Cela mérite cependant énormément de relativisation. Alors je vais commencer mes relativisations après chaque modèle. La première, c'est qu'évidemment, on exagère sur les chiffres. Et donc, il y a un grand débat sur les chercheurs, je pourrais passer des heures avec ça, mais c'est qu'on nous dit la désinformation est partout, et on va nous dire beaucoup, les gens de ce modèle interprétatif vont nous dire c'est parce qu'on a dérégulé le marché de l'information que les gens accèdent à beaucoup d'informations. En réalité, la désinformation est en volume très peu fréquente par rapport au volume considérable des informations auxquelles on accède. La nouveauté, c'est l'abondance. La nouveauté, c'est l'abondance. Dans l'abondance, il y a du désordre, il y a des énoncés erronés, douteux, problématiques, faux, dangereux, conspirationnistes, mais en réalité, leur proportion reste faible quand on regarde les chiffres habituels. Et puis, je ne vais pas du tout détailler ce graphe, mais on a un ensemble de constats, et je voudrais faire un petit point d'arrêt sur les pratiques de consommation de l'information à l'ère numérique, avec cette idée qui s'est un peu installée que tout a changé. Voilà, que tout a changé, qu'on ne regarde plus la télévision, que maintenant tout se fait sur Instagram, que les grands médias ont disparu et que du coup, n'importe quel offreur d'informations peut venir capter l'attention de n'importe qui. Toutes les enquêtes montrent, et là il y a vraiment concordance, qu'en réalité, les grands résultats traditionnels de la consommation d'informations n'ont pas changé. Et le premier résultat, et sans doute le plus central en réalité, c'est que l'intérêt pour l'actualité est incroyablement inégalement distribué dans nos sociétés et reste incroyablement inégalement distribué dans nos sociétés. 15% de gens sont surinformés et ces surinformés posent problème, je vais y revenir. 50% de gens ont un rapport, une consommation quotidienne mais très modérée d'informations. Et puis, on a 25% de gens qui ne s'informent pas, qui n'ont aucun intérêt et finalement pas d'accès à l'information. Et quand on décrit les réseaux sociaux numériques, on les décrit souvent comme des espaces dans lesquels la question centrale, c'est l'information. Mais vous le savez bien parce que vous avez les publics en face de vous. Ce n'est pas du tout la question centrale des consommations numériques. En réalité, l'information, ça concerne entre 5 à 7% des consommations numériques. Et parmi les autres résultats, ce qui est central, c'est qu'on oublie les médias traditionnels. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Mais en réalité, la source d'information, même pour les plus jeunes, ça passe par les grands médias traditionnels et notamment la télévision. Ce qui est très frappant, alors je le dis pour les chercheurs, c'est que nous, actuellement, il y a eu des statistiques qui ont été faites, tout le monde travaille, nous, au Media Lab, nous compris, on travaille sur les réseaux sociaux et on a lâché la télévision et la radio, qui fait l'objet vraiment, c'est un peu le désert pour les études sur ces sujets, alors que ça reste la source d'information en temps, en volume, en intensité et en confiance et crédibilité, ça reste la source d'information prioritaire des individus sur plein d'aspects. Je voudrais venir sur le deuxième modèle. Le deuxième modèle, c'est celui de l'attention. Il est très proche du premier. Mais il a un autre argument, c'est qu'il s'accroche à l'infrastructure informationnelle en disant le problème aujourd'hui, c'est qu'on a, du fait des plateformes, de leurs intérêts économiques, de leurs algorithmes
des machineries publicitaires ou de tous les mécanismes de comportement inauthentique, on appelait les grands circuits de robots, etc., on a des mécanismes d'amplification qui peuvent venir capturer l'attention du récepteur et du coup venir profiter des mécanismes cognitifs évoqués tout à l'heure pour le tromper et le duper. Et là, encore une fois, on a un média qui est très fort, et un récepteur qui est un peu naïf et qui se laisserait duper par les algorithmes, les nudges, les dark patterns, etc., qui sont très fréquents sur ces questions-là. On a plein de travaux passionnants qui montrent cet effet. Voilà. D'une sorte d'attractivité cognitive vers des sujets qui sont des sujets pas sérieux, surprenants, originaux. Vous connaissez ça par cœur, je ne m'attarde pas. Mais il y a des mécanismes d'attractivité cognitive qui vont détourner notre attention de l'information la plus sérieuse vers une information moins sérieuse. Mais le point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est sur les histoires de publicité, et notamment de publicité politique, qui ont été très très fréquemment mentionnées. Et là, en vous choquant un instant, mais à vrai dire, moi, même en le prononçant, je suis toujours étonné de ce résultat. C'est que nous n'arrivons pas, et vraiment la communauté internationale des chercheurs a mis en place plein de dispositifs pour essayer de mesurer l'effet de la publicité politique sur les individus. Zéro effet. Zéro effet. On prend des gens, panel représentatif, qui voient des publicités politiques, c'est aux États-Unis, et puis le même panel qui ne voit pas de publicité politique, on essaye de voir le taux de recall. Est-ce que vous vous souvenez en avoir vu? Pas d'effet. Voilà. S'il y a un effet, et bien il est probable qu'il y ait un effet, il reste très très faible. Et donc on est entré dans un monde dans lequel le débat public a pris cette question comme étant la question majeure de notre sensibilité à la suggestion de petits manipulateurs qui pourraient venir par des messages bien calibrés, Cambridge Analytica, venir nous attraper et nous donner le message personnalisé qui correspond à quelque chose qu'il saurait sur nous et qui pourrait nous faire changer d'avis. En réalité, toutes les études montrent que le bluff dans l'affaire, c'est le discours de Cambridge Analytica. Mais ça... Et c'est aussi le fait que nous croyons à l'efficacité de ce discours qui n'a jamais été vraiment démontré. Alors, je caricature un peu, il y a des tout petites choses qui se passent, mais ces choses sont si minimes. Elles vont d'ailleurs dans des sens si différents qu'elles s'annulent les uns les autres, que dire que l'élection de Donald Trump a été faite parce que, ou le Brexit ont été faits parce que des ciblages précis sont venus faire bouger les opinions, n'est vraiment pas constaté dans la recherche. Alors je sais, comme ça vous dites, mince, alors quoi, j'ai vu tellement de reportages pour montrer... Cambridge Analytica est un scandale, hein, entendez bien, notamment dans la manière dont ils ont aspiré les données des utilisateurs pour fabriquer leur modèle. Mais surtout, le scandale, c'est qu'ils nous fassent croire que leur truc est efficace. Et que nous y croyons avec tant de... et peut-être d'interroger la raison pour laquelle nous avons envie de croire que c'est efficace. Ces histoires de manipulation ciblée et précise. Ce retour à la seringue hypodermique. Alors, c'est difficile à démontrer, mais j'ai un dernier exemple. Alors, ce n'est pas une expérience scientifique, c'est une sorte d'expérience grandeur nature. Vous vous souvenez que le maire de New York, comment s'appelle-t-il, Bloomberg, l'ancien maire de New York, s'est présenté à la primaire démocrate aux États-Unis. C'était le moment où Bernie Sanders était en tête, donc le Parti démocrate a lancé tout de suite son milliardaire pour essayer de rattraper le coup. Biden était loin derrière. Il a brûlé 700 millions de dollars en 3 semaines. Avec les meilleurs experts de publicité politique ciblée, tous médias, télévision, ciblage. Il a vraiment fait... en 3 semaines, il a brûlé tout le budget publicitaire qu'avait utilisé Donald Trump pour la campagne de 2016. Voilà. Il a pris 3-4 points dans les primaires démocrates. Hein. Donc cette idée d'une efficacité de la publicité politique mérite question, même si évidemment je dois ajouter une clause de prudence à mon propos là, qui était un petit peu fort. C'est qu'il n'est pas impossible que sur certains publics, dans certaines conditions, etc., ces résultats globaux ne soient pas confirmés. Un autre résultat central sur ces mécanismes d'attention, c'est de dire, bon, alors on nous dit, c'est les mécanismes d'amplification qui viennent nous prendre et qui sont susceptibles d'attirer nos biais cognitifs, d'attractivité cognitive dans tous les sens. Mais dans ces cas-là, ça devrait concerner toute la population. Or, quand on regarde la circulation numérique de la désinformation, et là les résultats sont aussi très solides, elle est incroyablement concentrée et territorialisée. Donc ce sont des gens qui viennent s'exposer
à cette désinformation et qui la mettent en réseau de façon très très forte, à tel point que pendant la campagne présidentielle américaine, 1% des tweets, 1% des utilisateurs de Twitter ont partagé et consommé entre eux 80% de la désinformation. Donc ce phénomène, qui serait un phénomène global et public, est en fait un phénomène relativement concentré. Je dis bien relativement dans cet espace, mais je n'entre pas plus dans le débat. Je voudrais aller sur la troisième type d'explication, qui est là aussi en lien avec la raison et avec l'attention, mais qui essaie de nous dire quelque chose de plus précis, qui essaie de nous dire, et qui est très central en réalité quand on réfléchit, qui essaie de nous dire, est-ce que du fait de nos biais personnels, et notamment de nos préférences politiques, on va dire idéologiques, on ne se laisserait pas facilement enfermer dans des bulles qui seraient amplifiées par les algorithmes du web. Et là aussi, un petit peu comme la publicité politique, on a beaucoup entendu ça, et le terme de chambre d'écho ou de bulle d'attention est extrêmement présent. Je pense que vous en discutez beaucoup dans vos différents cercles et travaux avec les élèves. Il y a un débat sur cette affaire de bulle d'information qui reste assez sensible et assez compliqué. Alors je vais le dire là aussi de façon provocante un tout petit peu pour vous susciter tout à l'heure. On a bien sur le web plein de communautés qui se forment. C'est-à-dire que les gens, par affinité ou par homophilie, font des groupes ensemble. Ils font des pages, ils font des groupes Facebook, ils font des hashtags qui les réunissent entre eux, ils font etc. Mais ce qu'on entend quand on dit bulle, c'est qu'on entend que les gens, se mettant dans des groupes, se fermeraient de l'extérieur et du coup se laisseraient radicaliser ou en tout cas emporter par le point de vue le plus extrême à l'intérieur du groupe dans lequel ils se sont mis. Et le point que soulignent les chercheurs avec importance, c'est que le premier point est vrai, mais il n'est pas la cause du second point. Voilà. Mais il n'est pas la cause du second point. Ce n'est pas parce qu'on est dans des cercles sociaux dans lesquels on va privilégier, on appelle ça, autrefois on appelait ça exposition sélective, ses propres points de vue, que l'on va ensuite polariser politiquement les espaces, parce que les gens qui sont les plus polarisés, eux, sont dans des bulles, mais ils connaissent très très bien les informations du camp adverse. Ce n'est pas par manque de clairvoyance ou par manque d'accès à une diversité d'informations qu'ils se radicalisent politiquement. La plupart du temps, c'est qu'ils connaissent très très bien leurs adversaires et qu'ils renforcent leurs propres opinions politiques. Donc l'idée que la bulle soit la cause de la polarisation est relativement fausse. Je vous donne quelques petits exemples. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, parce qu'il m'a toujours... je ne sais pas s'il a marché. C'est du super classique. Alors, c'est effectivement de l'exposition sélective. C'est Thierry Vedel qui avait fait ça autrefois. Et là, on n'est pas sur Internet, c'est la télévision. Voilà. C'est les grands journaux de télévision. Le journal qui était de feu Jean-Pierre de TF1 aurait voté Marine Le Pen, a voté Marine Le Pen à 51% au second tour de la précédente élection présidentielle. Donc même les grands médias attirent à eux des publics qui ont des opinions qui sont en affinité avec celles des publics qu'ils vont distribuer et réunir. Alors, je montre cet exemple. Il est évident que la distribution de l'information numérique a renforcé cet effet. On va plutôt lire et consulter des informations de choses qui nous intéressent de façon privilégiée. Donc il y a un risque d'éclatement de l'espace informationnel. Mais là aussi, je voudrais apporter de fortes nuances sur cet effet. Le premier, c'est que la plupart du temps, on dit qu'il y a une bulle parce qu'on a regardé une seule plateforme. Mais qu'en réalité, on regarde du coup du point de vue de l'offre d'information, mais on ne regarde pas du point de vue du récepteur. Donc on oublie toujours, dans beaucoup de ces travaux, que la télévision, la radio, la presse, les réseaux interpersonnels et les différentes plateformes, c'est différents espaces. Et en réalité, ce que montrent beaucoup les études, c'est qu'on peut avoir des attitudes politiques extrêmement différentes ou des expositions à l'information qui sont extrêmement différentes dans ces espaces. Et puis la deuxième réserve que je voudrais, ou mise en garde que je voudrais faire, concerne les algorithmes, parce qu'on sait, comme ici, je sais qu'ils sont au cœur du débat, moi je travaille beaucoup sur ces questions, et j'ai beaucoup alerté aussi, en 2010, c'était un peu l'idée d'alerter sur la question des algorithmes, mais alors du coup, aujourd'hui, maintenant je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Voilà. Et là, encore une fois, avec une sorte de déterminisme technologique, où on prête trop de pouvoir à l'émetteur et pas assez au public.
dans cette affaire. On pense qu'il suffit que l'algorithme nous ait dit « fais ça » pour qu'on le fasse. Bon, la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, même si, sur plein de sujets, et alors là, le débat serait très long, si vous souhaitez en discuter, venez me voir après, je suis prêt à vous donner toutes les bibliographies et des discussions sur ces questions, même s'il faut prendre chaque algorithme un par un, etc. pour voir. YouTube jusqu'en 2019, effectivement, ce qui avait été montré par Guillaume Chalot et un certain nombre de lanceurs d'alerte était relativement vrai. C'est-à-dire que si vous commenciez à regarder de la désinformation, il était à peu près sûr qu'il y avait les Américains disaient rabbit hole, le trou de lapin, par lequel tout d'un coup vous entriez dans un cycle de recommandations qui vous en amenait des informations du même type. Maintenant, toutes les enquêtes, je ne vais pas détailler celle-ci, mais qui sortent, montrent que YouTube a complètement redressé, sous le feu de la critique, donc d'où l'importance de la critique, l'algorithme. Et il y a même une tendance aujourd'hui à donner plutôt de l'information mainstream que la diversité, qui a été quand même la richesse aussi de YouTube pour des chaînes plus indépendantes, etc. La tendance de l'algorithme est plutôt de recentrer vers les médias centraux et mainstream. Peut-être un autre exemple classique d'une enquête extrêmement classique mais extrêmement robuste. Et alors un petit peu, je vais juste essayer de voir si je peux la détailler avec vous, juste pour vous ennuyer un petit peu, qui est l'algorithme de Facebook. Parce que l'enquête de donc c'est Bakshi, Messing et Adami qui était vraiment très forte. Ils ont pris 10 millions de comptes, donc c'est hyper robuste, hein, leur affaire, dont ils savaient s'ils étaient démocrates ou républicains. Et puis ils vont faire, c'est les 4 propositions qui sont là, ils vont regarder en bleu si les démocrates voient des informations conservatrices, et en rouge si les conservateurs voient des informations démocrates. Et dans le petit exercice qui a été fait ici, on voit bien, random, c'est on va dire la situation initiale, potential from network, c'est le choix des amis. Et on voit que l'effet principal d'enfermement, il est lié à l'utilisateur au moment où il dessine son écosystème informationnel en choisissant ses amis. Et là, on le voit drastiquement, notamment pour les démocrates, ils vont fermer la porte à toute une série de contenus républicains en choisissant leurs amis. Et idem, moins fortement pour les républicains. Exposed, c'est l'effet de l'algorithme. Donc, la barre entre potential from network et exposed, c'est l'effet de l'algorithme. Il y en a bien un. Voilà, il y en a bien un. C'est pas non plus extrêmement fort. Voilà, c'est pas non plus extrêmement fort. Et puis, les chercheurs sont un peu pervers dans cette affaire. Ils ont regardé sur quel lien avaient cliqué les gens dans leur newsfeed. Et là, on revoit, donc on a redonné la main, non pas à l'algorithme, mais à l'utilisateur. Et là, on va revoir, notamment pour les républicains, que tout d'un coup, les républicains ne cliquent pas du tout sur les informations démocrates qu'ils ont vues dans leur affaire. Leçon de cette affaire, c'est qu'en réalité, dans le débat sur les algorithmes, on a, là aussi, contre ce déterminisme technologique qui donne trop de pouvoir, trop de puissance aux médias, à leurs outils de diffusion, de distribution, etc., on a une co-construction toujours avec les comportements de l'utilisateur. C'est parce qu'on choisit nos amis, et on les choisit évidemment pas au hasard, et on les choisit parce qu'ils nous ressemblent. Il y a des principes d'homophilie, on les choisit parce qu'ils publient des choses qui nous intéressent. Donc les choses qui nous intéressent, c'est des choses qui sont en affinité avec nos propres opinions. Donc c'est ces mécanismes sociaux qui en réalité sont constamment articulés à nos vies numériques. Et donc la manière dont une partie du débat public est venue dire c'est de la faute des désinformateurs, c'est de la faute des Russes, c'est de la faute des algorithmes, c'est de la faute des plateformes, c'est de la faute de la publicité politique, et c'est une manière de ne pas comprendre comment nos sociétés sont en réalité encastrées dans ces nouvelles formes de circulation numérique, et dont nous avons, ce n'est pas du tout le bon mot, et je sais que c'est difficile de dire, dans lequel nous avons une part de responsabilité. Et donc cette part de responsabilité, c'est précisément autour de l'éducation, autour de la socialisation, autour de nos propres pratiques, autour de la mise en débat et en discussion de nos propres pratiques, que se joue une série de choses importantes. Je vais aller très très vite sur la question de la réputation, parce qu'il pourrait être très très long, mais un des modèles d'explication importants des travaux aujourd'hui mis en œuvre, et un des modèles, à vrai dire, auxquels moi et Manon Bérich, avec qui je fais ce travail, on croit le plus, c'est d'être très attentif au fait qu'on met en circulation des énoncés sans forcément y croire. Voilà. Et qu'il y a plein de situations dans lesquelles, en réalité, on partage des informations dont on sait qu'elles ne sont pas forcément tout à fait justes, pour précisément toute une série de raisons sociaux qui sont liées à nos identités. Et donc il y a cette enquête très célèbre que je ne vais pas détailler d'Alcott et Jenko, mais ils avaient fait cet effet
très très subtil, c'était qu'ils avaient inventé des fausses informations que les gens n'avaient pas pu voir, mais les gens disent bah, « si, je l'ai vu et j'y ai cru ». Enfin, 16% et 13% des individus. Ça montre que notre rapport à « on va régler la question parce que c'est vrai et c'est faux » est beaucoup plus compliqué en réalité. C'est que c'est les usages sociaux et notamment la manière dont, construisant nos identités en ligne, on produit la représentation que l'on cherche ou la réputation que l'on cherche à obtenir des autres, qui va aussi contribuer à définir la facette et la manière de m'exprimer, et parfois en relayant des informations qui sont choquantes, qui sont fausses, qui sont identitairement constitutives de ce que je veux paraître auprès des autres. Alors là, je voudrais vous montrer un petit résultat. Alors là, on est dans les trucs où c'est complètement recherche. De recherche qu'on fait dans De Facto au Media Lab sur l'espace public français à partir d'une méthode que je ne vais pas vous expliquer, qui s'appelle la méthode Barbera, mais on prend les comptes Twitter des députés, on a leur couleur politique, et ensuite on propage l'étiquette des députés par le fait que des gens s'y sont abonnés sur un nombre très important de comptes Twitter. Et on obtient du coup une sorte de représentation statistique, donc c'est vraiment de la probabilité, mais qui est très très fiable, de l'espace politique sur Twitter sur deux axes. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ces deux axes. Un axe gauche-droite, et puis un axe institution-anti-institution, global-local. C'est l'axe central, on pourrait dire, du entre guillemets, populisme, de la critique du système ou de l'intégration dans le système. Ça répartit très bien les médias français, et on voit la polarité sur ces deux axes sur Twitter. Alors, je voudrais vous le montrer pour ça, et puis pour un autre résultat que je vous montrais auparavant. Si on prend l'ensemble des comptes Twitter français et des publications sur les comptes Twitter français, on a ce graphe qui est absolument magnifique pour moi, voilà, qui est typique. On compte en bleu le nombre de tweets publiés, et on voit à l'extrême gauche et à l'extrême droite qu'il y a des comptes hyper actifs qui bombardent. Et quand je dis bombardent, ce sont des gens qui passent leur journée à envoyer 200 retweets dans les 5 minutes. Ils bombardent. Ils occupent les hashtags. Ils occupent la scène. Ils polarisent le débat. Mais quand on regarde, barre marron, ce que les comptes Twitter voient passer par leurs abonnements et par leur reach et leur visibilité qui est beaucoup plus forte que ces deux extrêmes qui sont des périphéries à faible visibilité en fait, on a un effet alors on appelle ça polarisation subjective. C'est-à-dire qu'on regarde, et ça vaut beaucoup pour Twitter, on regarde Twitter comme un espace et comme une sorte de représentation de ce que serait l'espace de débat public. Mais cet espace, il est complètement polarisé parce qu'il produit un effet que Chris Bell a magnifiquement montré dans un ouvrage qui est à Duke University, un effet de silenciation sur les autres. Plus la polémique est forte entre ces groupes très très extrêmes, plus les gens qui ont des opinions intermédiaires, contradictoires, complexes, etc., vont se dire « je vais me taire ». Et donc il y a un effet de silenciation qui s'opère de façon forte parce qu'on ne veut pas produire une identité qui soit immédiatement embarquée dans le jeu hargneux de la brutalisation du débat public sur Twitter. Je vais vite parce que vous allez venir à ma cinquième, avant de conclure, cinquième et sixième affaire, qui est l'idéologie. Et en fait, une des interprétations fortes de gens qui sont vraiment en débat avec la psychologie cognitive des approches en recherche sur le raisonnement ou sur l'attention, c'est que en réalité, ce qui devient très très central, c'est que les gens qui partagent beaucoup de désinformation, d'abord ce n'est pas les jeunes, ça vous le savez, ils sont plutôt masculins, âgés et blancs, on va dire rapidement, et ça il y a une sorte de concordance dans la plupart des études, mais surtout, je reprends le même dessin que tout à l'heure, donc vous vous souvenez, droite-gauche, proximité et distance aux institutions. Surtout, ils sont d'extrême droite. Voilà. Et qu'une partie du débat politique aujourd'hui est très fortement relayée, renforcée par toute une série d'acteurs
qui sont des relais en fait de l'extrême droite. Vous voyez bien, alors plus c'est rouge, plus il y a de partageurs de fausses informations. C'est extrêmement robuste, c'est fait sur des millions de comptes en France à partir de la méthode que j'ai évoquée. Vous voyez le caran rouge à l'extrême droite en bas, c'est hyper anti-institution. Et ça, c'est sans doute la variable centrale, d'ailleurs, n'est pas extrême droite. C'est opposé au système, opposé aux médias, aux journalopes. C'est contestant constamment le système à l'extrême droite et à l'extrême gauche. On a aussi un résultat assez surprenant et qui vous montre le rôle de la désinformation dans la transformation du débat public. C'est quand on regarde qui partage les fact-checks, on va avoir des gens du centre institutionnel, puis on va aussi avoir des gens, là, du coup, plutôt à gauche de l'espace politique. Donc on voit bien aussi que le débat sur la désinformation, c'est aussi un débat sur les formes du débat politique dans nos sociétés, dans lequel certains acteurs essayent d'amener, à partir d'informations plus ou moins vraies ou fausses, transformer, remoduler, cadrer, réinterpréter, de nouveaux thèmes et de nouveaux enjeux dans le débat public, en utilisant parfois des ressources informationnelles qui sont largement erronées ou surtout qui sont exagérées dans les dispositifs qui sont montrés. Je finis avec mon dernier effet qui est un point central, mais je garde en partie pour la discussion, qui est de dire, en réalité, les médias n'ont pas d'effet individuellement sur une personne. Voilà. Finalement, ce n'est pas la bonne question. Voilà. Les effets, et non pas d'effet avec toutes ces histoires de circulation, d'amplification algorithmique ou d'enfermement dans des bulles, parce que les gens dans les bulles, en fait, accèdent à de l'information plus diverse. Les bulles sont très percées. Voilà, c'était le constat de tout à l'heure. Mais en revanche, ce que font de façon centrale les médias, c'est qu'ils imposent l'agenda public. Et on appelle ça les théories de l'effet d'agenda, qui c'est sans doute l'explication la plus raisonnablement bonne en réalité de l'effet des médias. C'est de dire que les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser, mais nous disent à quoi il faut penser. Vous connaissez cette affaire. Et là, il est probable, il est même assez certain, que la transformation du système médiatique, ou en tout cas le fait que l'espace médiatique traditionnel et professionnel soit entouré par cette nouvelle conversation numérique, assez disparate, désordonnée, un peu convulsive, etc., transforme la manière de produire l'agenda public de façon forte. Alors, je ne voudrais pas le détailler, enfin dire juste une chose sur cette étude que nous avions faite avec le MIT au Media Lab, mais il y a déjà 3 ans, et qui fonctionne toujours très très bien. La grosse bulle du haut, c'est les médias professionnels, c'est les grands médias, on va dire les médias mainstream, grande radio, grande télévision, grande presse, grand magazine. Et puis la troisième bulle, c'est tous les sites qui, à l'époque de l'enquête, produisaient de la désinformation, de la contre-information sur la santé alternative, sur la politique, très extrémiste, dans les deux camps, etc. Et une des choses que montre ce graphe, c'est les liens hypertextes qui vont d'un site vers un autre site. Et la seule chose à regarder, mais qui est très centrale, c'est de voir que les sites de désinformation passent leur temps à citer les grands médias, pour en dire du mal, pour dire qu'ils mentent, pour dire qu'ils sont corrompus, etc. Et les grands médias ne citent jamais, ou presque jamais, les sites de désinformation. Ça montre qu'en réalité, le web qu'on nous présente comme un espace dérégulé, en réalité, il y a une hiérarchie dans cet espace. En réalité, il y a une verticalité, et en réalité, le travail, ils ont mis un tout petit peu de temps à bien le faire, mais maintenant ils le font très bien, des journalistes, c'est de ne jamais citer la désinformation et l'information qui vient du bas. Ce résultat, on le voit constamment avec des réserves. Et alors, en France, on pouvait dire, on a comparé la situation américaine et la situation française. Alors, je vous montre tout de suite la situation américaine et la situation française, en se disant, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'intérieur de l'espace des professionnels, et là on n'est plus en train de s'occuper des caves, des marges, des petits groupes, des robots, etc., qui influenceraient de façon subreptice les personnes, c'est qu'à l'intérieur de l'espace central informationnel, on a une partie de la profession journalistique qui n'était plus d'accord sur leur définition des faits. Et que cette partie, c'est Fox et Breitbart, avec un candidat qui a instrumentalisé, ou en tout cas qui a
où Fox s'est laissé instrumentaliser, pour proposer des réalités réellement alternatives. Voilà. Est-ce qu'il y a des convois de Mexicains qui sont à la porte des frontières des États-Unis? Tous les grands médias démocrates ne voyaient personne et Fox voyait absolument ces convois arriver. Donc c'est en réalité dans la définition du travail journalistique qu'on a deux définitions différentes qui ont eu lieu, qui fait que du coup on a déchiré complètement et polarisé du haut en bas de l'espace de visibilité médiatique, l'espace informationnel aux États-Unis. En France, nous, on n'observait pas le cas. Voilà. On était plutôt dans ce modèle-ci, qui était de dire les Gilets jaunes ont effectivement été chercher des sources d'informations alternatives parce qu'ils étaient très en hostilité avec les grands médias. Donc le risque était plutôt que Facebook Gilets jaunes fasse une déconnexion avec l'espace des médias traditionnels. Mais vous allez voir ce soir Media Crash, je vous invite beaucoup à regarder Media Crash. Voilà, on a un nouvel acteur qui est dans une stratégie à la Fox News, qui s'appelle Bolloré, et qui a mis en place CNews. La stratégie de CNews, c'est exactement de mettre en place cette stratégie. Cette stratégie, elle est maintenant bien connue. On pourrait dire, on peut reprendre le modèle américain, je ne sais pas s'il faut l'appliquer. On a sur les réseaux sociaux toute une série de comptes à faible visibilité qui sont les bombardeurs de mon espace très polarisé tout à l'heure. Ces bombardeurs sont relayés avec un message transformé pour l'adoucir, pour que ça ne paraisse pas un discours de haine, pour que ça n'apparaisse pas complètement faux, pour que ce soit un peu relié par toute une série d'acteurs à forte visibilité, représentants d'associations, de syndicats de police, éditorialistes de plateaux, toute une série de gens qui vont monter sur les plateaux. Et montant sur les plateaux, ils vont fabriquer des thématiques, et donc un agenda politique, qui va progressivement avoir de l'influence sur l'ensemble de l'espace médiatique. Aux États-Unis, Donald Trump avait imposé au New York Times son propre agenda, la scandalisation de Hillary Clinton, de sa boîte mail et de sa corruption. Le New York Times a fait plus de une sur cette question que sur le programme d'Hillary Clinton. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont arrivés à imposer l'idée que le thème et l'enjeu important dans la campagne électorale était celui qui avait été fabriqué par toutes les marges de l'alt-right américaine. Bon, vous connaissez le débat français, vous allez voir Media Crash ce soir. On a une chaîne de télévision qui, à sa petite mesure, parce que je pense qu'on n'en est pas là, mais essaye aussi de dire, et on l'a vu quand même pendant tout l'automne, qu'un candidat avec une thématique un peu monotone et unique était la préoccupation centrale des Français, et devait être la priorité des Français, devait être ce à partir de quoi nous devions prendre ou former notre jugement sur toutes les questions, et notamment les questions relatives à l'espace politique et au vote pour la présidentielle. Et ce travail-là, il passe par le haut. Voilà. Et le constat central qui est très bien fait à l'Oxford Internet Institute, dont je vous invite à lire les travaux, ils ont un slogan. Voilà. Dans les débats sur la désinformation, c'est « La désinformation vient du haut ». Voilà. Elle n'a de l'effet, elle ne construit des groupes d'opinion, elle ne mobilise des publics, elle ne cristallise, et on l'a vu avec les anti-vax, des systèmes de croyances que si des acteurs importants, fortement relayés, grands scientifiques, personnels politiques ou grands médias à forte visibilité deviennent les porte-paroles et les relais de ces informations. Le convoi de la liberté, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette petite micro-aventure qui nous vient du Canada, du convoi de la liberté, n'aurait jamais été le convoi de la liberté si les médias ne s'étaient pas inquiétés d'un truc obscur qui avait lieu dans les caves du web. Et tout d'un coup, en parlant, on va faire exister, ça n'a pas été très fort, un phénomène de ce type-là. Je voudrais juste conclure, mais conclure n'a pas grand sens, donner quelques éléments extrêmement triviaux de mon impression au sortir de la lecture d'autant de travaux sur la désinformation. Le premier, vous le connaissez par cœur, c'est je pense votre ressort, ce qui vous anime complètement, ce qui a été dit tout à l'heure. C'est qu'on est dans un débat dans lequel on a quand même un risque de jouer la raison contre la crédulité, les complotistes contre les rationnels, etc. On sait que c'est vraiment la plus mauvaise manière de construire le débat et que j'espère vous avoir montré avec la roue qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que cette simple affaire de raison et d'attention, mais qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont en jeu et qu'il ne faut jamais sous-estimer les capacités réflexives du public. L'idée qu'on est revenu à un modèle des effets forts des médias n'est pas corroborée.
On a toutes les raisons de penser qu'avec l'augmentation de l'offre d'informations numériques, les individus ont plus de ressources, de capacités pour coder, interpréter les informations qui leur viennent. Parfois, ils le font mal, parfois, ils sont mal guidés, parfois, il y a des effets, c'est évident. Hein. Mais l'idée que tout d'un coup, nous serions devenus très passifs face à des manipulateurs ne tient pas la route. La deuxième chose, c'est les effets de seuil. Alors, je les ai peu abordés, mais vous voyez bien qu'il y a un enjeu quand même très sensible, hein, et notamment chez les fact-checkers, qui est de savoir à partir de quand il faut commencer à débunker une information. Et moi, mon sentiment, c'est que pendant très longtemps, et certains le font encore trop, on se préoccupe beaucoup trop de donner une visibilité. Bon, vous voyez bien, quelqu'un a une vignette tous les vendredis sur France Inter, et il passe son temps à fouiller les caves du numérique. Mais en fouillant les caves du numérique, quand vous êtes sur la plus grande radio française à 8h40, vous donnez une visibilité absolument incroyable à des gens qui, évidemment, ne la méritent pas. Donc, la question de savoir où sont les effets de seuil, me semble-t-il, est toujours centrale, et le débat n'est pas complètement réglé aujourd'hui. Vous avez compris, à travers ma 6e interprétation, qu'il y a un enjeu central pour moi autour d'une certaine manière de se dire la responsabilité au cœur du débat, c'est quand même la qualité de notre espace médiatique professionnel, en fait. C'est la qualité de nos médias. C'est la qualité de nos chaînes d'information, c'est la qualité du travail des journalistes. Ils jouent en fait toujours un rôle central et essentiel dans cet espace, et du coup la confiance dans la source est importante. Alors j'ai un dernier petit point, comme il me reste 40 secondes, qui est plus sur la bulle. Voilà, sur la bulle, et enfin en tout cas sur les conséquences du débat sur la bulle, et d'une certaine manière du débat contemporain sur l'information. Il me semble, mais voilà, c'est une interprétation personnelle, mais je pense qu'elle est très, très juste. Du fait de la panique autour de ce thème, de la raison, de la rationalité, etc., qui a plein d'explications possibles, on imagine de plus en plus un citoyen qui est un citoyen hors sol. Voilà. Il doit constamment veiller à ses propres biais, il doit être en lutte contre lui-même, il doit vérifier ses propres attachements, il doit être au barycentre d'informations multiples et diverses, il doit être en situation d'esprit critique et de vigilance un peu continue. Voilà. Alors, bon, cet individu, vous le savez aussi bien quoi, il n'existe pas. Voilà. Il n'existe pas. Et moi, j'ai toujours envie de dire dans ce débat, ben oui, on a des attachements. Ben oui, on s'expose sélectivement à certains médias. Ben oui, on va discuter dans des groupes qui nous concernent. C'était ça le web des origines. On appelait ça des communautés, maintenant ça s'appelle des bulles de filtre. Mais on appelait ça des communautés. C'est-à-dire, on va vers les choses qui nous passionnent, qui nous attachent, qui nous intéressent. Et il me semble qu'on ne peut pas lutter contre ça. Voilà. Il faut apprendre à être dans plusieurs attachements, il faut apprendre à diversifier nos attachements, mais peut-être que avoir un retour réflexif sur qu'est-ce qui nous attache plutôt à certains types de sujets, certains types d'informations, certains types de perspectives, serait plus utile que vouloir créer un citoyen détaché, abstrait, et qui aurait coupé tout lien avec ce qui rend le monde vivant et excitant. Et j'ai pile terminé à l'heure. Non, non, pas tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Conférence passionnante, je crois, très utile. Il y a un moment d'échange, donc si vous avez des questions, nous sommes prêts pour vous écouter. Monsieur Cardon est là. Une question ici. Je suis Arzirma, une élève, une étudiante à l'école de journalisme de Grenoble. Moi, ma question, c'est que vous avez dit pendant la présentation que les médias traditionnels n'étaient peut-être pas trop étudiés sur ce champ-là. Et je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que le risque de propagation d'informations fausses est moindre sur ces médias? Ben, c'est-à-dire, en fait, les chercheurs sont soumis à des... En fait, il faut y être attentif, ils sont soumis à des demandes externes, en fait, qui viennent de la société. Voilà. Et je pense que la demande externe aujourd'hui de la société, des institutions, des financeurs, c'est d'aller vérifier que la démocratie n'est pas en péril sur Internet. Et donc, en fait, en réalité,
On devrait dire liberté académique, que nous définissons nous-mêmes nos propres orientations, mais parfois il y a une orientation qui se fait comme ça, il faut le reconnaître. Il y a une tradition quand même de travaux sur les journaux télévisés, il y a une tradition, en fait la grande tradition, et notamment en France, alors je pense à Sabine Chalvon de Mercey, à Dominique Pasquier, à toute une série de très grandes chercheuses françaises, ont beaucoup travaillé sur la télévision de fiction. Sur l'information de fiction. Mais on a moins, mais Emmanuel est là et connaît mieux, il y a quand même encore des travaux sur le rôle du journal télévisé, de l'information télévisée. Et puis, il ne s'agit pas de prendre la télévision comme un objet ancien et traditionnel. Aujourd'hui, la télévision est complètement numérique. Elle est en replay, elle est en circulation. On sait que le rôle de YouTube aussi dans ces questions. Mais c'est vrai que moi, je crois que le débat sur la désinformation nous a fait commettre une erreur collective. C'est de dire, c'est un problème, en 2016, tout le monde s'est dit, c'est un problème nouveau qui est lié aux médias sociaux et qui n'est pas lié aux grands médias d'information. Parce qu'il y a les Russes, les robots, les désinformateurs, la publicité politique. Donc on s'est dit, c'est un problème qui n'est pas lié aux médias, qui est lié en fait au fait de gens qui essayent de faire comme des médias, mais de nous tromper. Voilà. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en réalité, si on veut comprendre ces nouveaux circuits, il faut aussi remettre l'espace informationnel traditionnel des grands médias dont on sait, et notamment pour la radio, dont on sait qu'ils jouent toujours une influence très très forte, et même pour la lecture, la lecture numérique des prêts. Enfin bon, je ne veux pas entrer dans ce débat, peut-être discuterai avec Edwy Plenel ce soir, mais bon, vous voyez, alors c'est des publics particuliers, mais les grands médias web numériques aujourd'hui ont un nombre d'abonnés qui est absolument extraordinaire et qui n'existait pas précédemment dans l'abonnement papier ou dans l'achat papier. Prochaine question. Bonjour Monsieur Cardon. D'abord, je vous remercie. J'avais eu l'occasion de vous rencontrer il y a quelques années à Sciences Po, et je me souviens qu'à l'époque, c'était une présentation des représentations graphiques qui avait été l'objet du propos, et je tiens vraiment à souligner en tout cas l'extrême qualité de ces représentations, que je trouve à la fois inventives, belles, intelligentes. Voilà. Ma question, elle porte sur un autre point. J'ai encore en tête la lecture du bouquin de Dominique de Gérald Bronner, et lui, il parle d'une certaine prédisposition psychologique à aller vers des informations catastrophistes, négatives, sanglantes, comme si c'était une forme de source de plaisir. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous accordez de l'importance à ce genre d'analyse. Alors, la discussion est compliquée. Donc c'est le deuxième modèle d'attractivité cognitive, là, qui est vraiment très, très proche de ce que fait Gérald Bronner. Une partie il est certain que nous sommes tous, voilà, il y a des attracteurs qui vont nous divertir de quelque chose qu'on déclarera plus tard qu'on aurait préféré faire mais qu'on n'a pas fait parce qu'on a été scotché à quelque chose. Est-ce que c'est une prédisposition qui est socialement distribuée? En réalité, il n'arrive pas bien à le montrer. Voilà. En réalité, il n'arrive pas bien à le montrer. Donc, il est probable que c'est présent chez beaucoup de personnes, chez nous tous, voilà, comme une sorte de chose générale. Est-ce que certains le seraient plus que d'autres? Il est probable qu'il y a une distribution, mais en tout cas, savoir expliquer les raisons de la distribution n'est pas entièrement évident. Il y a un travail qui est fait par Husinski aux États-Unis, qui est évidemment très, très central et important, autour de la même idée, c'est-à-dire qu'on aurait une disposition à la conspiration, et qu'elle serait à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, qui serait une sorte de lecture du monde dans lequel on serait constamment en train d'interpréter par une agentivité intentionnelle des relations entre des personnes, qu'on le ferait pour la famille, pour les amis, pour le travail, pour la politique et pour l'ordre mondial de façon générale, et que ce serait une disposition chez les personnes. Mais alors là, c'est plus le sociologue qui parle, c'est qu'on n'arrive pas ensuite à mettre des variables dessus. Est-ce que c'est des hommes, des femmes, etc. Est-ce que c'est vraiment lié au niveau de diplôme? C'est pas du tout sûr. Voilà, on a des résultats contradictoires. Donc nous avons des biais cognitifs, certainement. Voilà, je ne sais pas répondre plus. Le souci avec Gérald Bronner, c'est en partant de cette disposition des individus et en considérant que le marché informationnel n'est pas du tout, est complètement dérégulé et désorganisé,
il fait des présuppositions un peu fortes sur l'idée qu'on a des chances constamment de rencontrer de la désinformation et d'être trompé. Et que la réalité, j'espère que que je suis arrivé à la faire passer, c'est qu'en réalité c'est très territorialisé, ça va sur des individus assez particuliers, que l'idéologie joue un rôle assez important dans cette affaire, et qu'en réalité on n'est pas tous exposés à la désinformation de la même façon en fonction de nos pratiques informationnelles, qui ne sont pas aussi, j'ai peut-être pas assez dit, qui ne sont pas aussi déréglées qu'on l'entend parfois dans le débat public. En réalité, vos pratiques numériques, vos pratiques sur vos apps de mobile, etc., sont relativement régulières et routinières, et donc on peut retyper assez facilement les publics autour de leurs pratiques informationnelles aujourd'hui. Bonjour, Pierre Gouillot-Beauchamp du collectif We Report. J'avais une question par rapport à la réception du public de l'information, vous en parliez tout à l'heure. Vous disiez effectivement que ce n'était pas forcément par rapport au fait que les gens croient ou non à une fausse information, mais c'était à la multiplication des informations qu'on a quotidiennement sur Internet, qu'elles soient vérifiées ou non vérifiées. Est-ce que vous étudiez ce phénomène-là, c'est-à-dire à qui on peut faire confiance sur les réseaux sociaux, sur la foultitude d'informations qu'on voit quotidiennement? Est-ce que vous étudiez ce phénomène-là et sur la capacité des gens à faire la différence justement de la source de l'information? Ouais. Alors c'est vraiment la question. Hein. C'est vraiment très très. Moi je pense qu'une partie des choses très centrales se joue là. Les résultats des recherches qu'on a lues en masse sont complètement contradictoires là-dessus. Il donne deux choses. Vous avez, moi j'ai plutôt tendance à, mais là je dis j'ai plutôt tendance, mais si je suis honnête, il y a des gens qui disent le contraire. Hein. J'ai plutôt tendance à penser qu'en réalité la source de l'information reste un signal et une heuristique très importante dans le codage et des interprétations que vont ensuite faire les publics. Voilà. Mais évidemment, elle suppose, et là le travail éducatif est central, d'avoir connaissance de la hiérarchie des légitimités entre les sources d'information. Mais ça, les enquêtes montent, et donc ça suppose d'être intéressé par l'actualité et l'information, ce qui est quand même la condition première dans cette affaire. Et du coup, de savoir, d'avoir une petite boussole pour cartographier qu'est-ce qui est sérieux, pas sérieux, moins sérieux, qu'est-ce qui est plutôt du divertissement, qu'est-ce qui... Voilà. Mais moi, je pense que ces clés cognitives restent centrales, même si les enquêtes sur la confiance dans les médias montrent qu'on a de moins en moins confiance, etc. Mais là, je pense qu'il faut interpréter très, très différemment les questions sur la confiance. Les gens ne donnent pas leur confiance aux médias en ensemble, ils donnent une confiance relative aux médias, même aux très grands médias légitimes, mais du coup, ils restent attachés à cette affaire. Pour être honnête, vous avez quand même une partie de travaux et de très bons chercheurs. Donc c'est pour ça que je le dis, parce qu'il y a beaucoup aussi de travaux, j'ai oublié de dire des trucs qui ne tiennent pas vraiment la route, qui sont fréquemment dans le débat public, de très bons chercheurs qui montrent quand même que dans certains partages sur les réseaux sociaux, et sans doute, mais sans doute et pas toujours, de publics qui ont un intérêt faible pour l'actualité et l'information, on a des mises en circulation dans lesquelles la source ne joue plus aucun rôle. Ne joue plus aucun rôle. Donc il est évident qu'il y a un enjeu là, et à mon avis, il y a un enjeu évidemment d'éducation aux médias central, c'est de savoir si la bonne réponse, c'est une information, une meilleure connaissance, une meilleure pratique de la qualité des sources d'information comme étant une boussole pour se repérer dans cet espace, ou si effectivement certaines pratiques attentionnelles guidées par des attracteurs cognitifs fait qu'on ne va plus du tout regarder et qu'on va les mettre en circulation. Je pense que là, il y a voilà, un vrai enjeu de recherche. Oui, dans la continuité, est-ce que vous avez des études qui font la différence de la réception par des classes d'âge? Parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment le sentiment que les élèves, pour eux, c'est le même niveau de crédibilité qu'ils accordent à la source, que ce soit... En fait, on a l'impression qu'ils ne savent pas identifier la source. Ils disent « j'ai vu sur Internet, j'ai vu sur Instagram », et qu'ils accordent le même degré de fiabilité, peu importe la source. Et que ça va plutôt être Instagram ou... du coup, est-ce que vous avez des lectures? Alors, pas à ma connaissance, surtout pour les classes d'âge. Il y a un débat plus général sur est-ce que la source compte ou pas dans le relais de l'information.
effectivement, là, ce que vous dites est sans doute très central. Moi, je pense toujours que la variable, évidemment, importante, je renvoie là, et je fais un peu de promotion pour le livre de Julien Baudaillan, qui est vraiment un des chercheurs français qui a le mieux exploré ces questions sur les jeunes, mais ils sont plutôt lycéens, donc ils ne descendent pas au collège sur ces questions. C'est que la variable centrale qu'il met en avant, c'est en réalité le niveau de diplôme et le niveau d'intérêt pour l'information. Et que, voilà, moi j'ai toujours envie de dire dans ces débats sur l'information que la première chose à faire, c'est de donner le goût pour l'actualité, voilà, le goût de l'actualité et de l'information aux jeunes, puis ensuite la boussole pour décoder les sources, etc. Mais qu'on a quand même des parties de la population, si on veut chercher la vraie bulle, hein, c'est la bulle de gens qui, en fait, ne regardent pas les journaux télévisés, n'écoutent pas la radio d'information, et n'ont, comme 60% des comptes Facebook, n'ont aucun lien vers un média dans leurs amis sur Facebook, donc aucune chance de voir un lien vers les médias. Donc en réalité, Facebook n'est pas d'abord fait pour l'information, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, n'est pas d'abord fait pour l'information, et qui a une sorte, voilà, de repli très en dehors de l'espace informationnel, dans lequel effectivement ce que vous dites est possible, et c'est assez probable pour les... C'est un repli qu'on peut lire aussi peut-être aussi comme un refus de l'agenda. Alors oui, on pourrait dire que ce refus est une forme critique voilà, mais il a toujours existé en fait dans les enquêtes sur les médias. Bien avant le numérique, on avait déjà ces publics-là. Voilà. Merci. Merci, monsieur le professeur Cardon. Je trouvais que les choses que vous avez dites, je les ai retrouvées aussi sur l'expérience italienne. Parfois, on dit que l'Italie anticipe des événements, des phénomènes. Et nous, vous savez, on a eu l'expérience de Gian Roberto Casaleggio, qui, depuis Ivrea, a monté un système. Et cette histoire est bien racontée par le livre d'un journaliste, Jacopo Iacoboni, il s'appelle L'Esperimento. Et vous savez, de là est parti aussi le phénomène du mouvement 5 Stelle, qui d'ailleurs, quand ils sont arrivés au gouvernement, ils se sont tout de suite attachés aussi aux médias traditionnels, donc au mainstream. Et que nous, en Italie, on a déjà CNews depuis longtemps. Et avant CNews. Donc, c'est un phénomène que je retrouvais aussi dans l'histoire, dans les vicissitudes italiennes qui sont bien, il faut les rappeler ici. Alors, encore merci. Ben, merci. Et je vous propose maintenant, je rappelle par contre pour les enseignants qu'il y a une feuille d'émargement à signer à l'accueil. Et puis, je vais vous dire aussi qu'on se prépare pour la table ronde maintenant.